marche. Donc, Attends, j'ai pas... Bon, c'est pas t'inquiète, grave. Ah, ça y est. Voilà, je repartage. c'est bon. C'est bon. Trop bien, bah, on est en direct. Merci pour l'attente. Donc, on a 10 minutes de retard, mais c'est normal, c'est les aléas du direct. C'est juste que, en fait, à chaque fois, je configure mon OBS. Enfin, j'oublie d'enregistrer la configuration idéale. Donc, et du coup, je suis obligée de refaire et tout. Et aussi, je pourrais prévoir un petit peu d'avance. En vrai, au lieu d'enchaîner comme ça. Mais comme j'aime vivre dans le stress, apparemment. Euh, non, et il y a aussi le truc, en fait, en vrai, je me suis dit, c'est bon, allez, advienne que pourra, qui nous se connectera. Bref, bonjour, bienvenue donc, sur la chaîne Twitch des Ateliers Moody. Donc là, c'est l'émission Writing Mood. Je suis Caroline Vipacon-Lamache. J'anime donc des ateliers d'écriture une fois par mois à la librairie Le Nuage Vert et aussi en ligne. Ça m'arrive de temps en temps avec la communauté Fantasy Alley par exemple. Donc il faudra juste qu'on discute avec Thomas, le fondateur, sur les modalités exactes parce que ce mois dernier, il n'y a pas eu d'inscription, donc on va voir pour les prochains. Et du coup, l'émission consiste à avoir des invités, comme aujourd'hui. Donc Natacha Didri, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc le principe de l'émission, c'est d'avoir chaque fois, donc je fais ça une fois par mois à peu près. Oui, je vraiment chill, hein, y a pas de... L'idée, c'est pas de devenir une streameuse professionnelle, c'est juste de partager la passion de l'écriture à travers cette émission où on va essayer de recréer l'énergie d'un atelier d'écriture. Parce que des fois, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir animer tous les jours des ateliers. Et je me dis, bah, ça pourrait être sympa de le proposer en ligne, en direct, et de le propager un peu plus largement. Et pourquoi est-ce qu'on veut, enfin, comment exactement on recrée l'énergie d'un atelier d'écriture? C'est qu'en fait, à la fin de chaque émission, l'invité lance un défi d'écriture que je partage à la communauté de Writing Mood. Euh, et les participants ont un mois pour écrire et relever le défi et nous envoyer avant la deadline qui était aujourd'hui, donc là c'était mardi 24 février 17h30, pour que nous ensuite avec notre invité, on puisse décortiquer les textes, on va lire les textes, décortiquer et faire des retours constructifs et toujours dans la bienveillance bien sûr, et en fait aussi ce qu'on fait avant de lire le texte ou avant de faire les retours, c'est qu'on va parler, on va faire une petite interview de notre invité et on va partager des conseils d'écriture sur la thématique qui a été lancée à l'émission d'avant. Voilà, je pense que c'est assez clair. Pour les personnes qui nous rejoignent, bienvenue et vous pouvez nous poser plein de questions dans le chat. Je répondrai, j'ai mon smartphone à côté. Voilà, et d'ailleurs pour les personnes qui m'ont envoyé peut-être des messages par WhatsApp et autres, je n'ai pas voilà, je vois des messages, enfin je vois qu'il y a eu des messages, mais je ne sais pas qui. Donc c'est normal, j'étais en train de bidouiller sur OBS. Natacha, je vais te présenter. Donc du coup, on se connaît parce que tu es venue à mes ateliers d'écriture. Tout à fait. Je sais plus quand exactement, est-ce que tu te rappelles? Oh, le premier... Je crois que le premier, c'était un atelier sur les dialogues, si je me trompe pas. Oh, Donc ça j'adore cet remonte un atelier en peu quand plus. même. Ouais, j'adore cet atelier. On l'a fait le mois dernier à la librairie, parce qu'on le fait chaque année. Cet atelier il nous tient à cœur avec Éléonore Calvez, la libraire du Nuage Vert. Et en fait, on le fait chaque année, mais je décline la consigne. C'est trop bien de travailler sur les dialogues, c'est hyper important. Et du coup, tu es venu à cet atelier, mais tu es aussi surtout venu à nos sessions de coaching, non? Pour avancer sur ton... J'ai fait une session de coaching Ok, et j'ai fait plusieurs peut-être ateliers. au moins deux, trois ateliers. Parce que j'ai fait les dialogues, mais j'en ai aussi fait un sur les pendus. Oui, Je trop sais, on bien. avait joué à un jeu Un jeu. avec Sherlock Et- Holmes. Exactement, on avait joué, c'est Jacques, je crois, le jeu, je sais plus comment Oui, ça s'appelle, voilà, j'avais voilà. Jacques Léventreur. C'était Exact, j'adore ce très jeu, intéressant. déjà de base, et en plus pour l'exercice des points de vue, c'est hyper ludique en fait. Tout Bref, à fait. et donc on s'est connus comme ça, et surtout que en fait maintenant, aujourd'hui, tu es une autrice publiée. Tu as publié, donc je n'ai pas Vox, j'ai pas réussi à me le procurer, mais toi Ah peut-être que mince. tu l'as sous les... Non, mais Je l'ai pas sous la main, j'ai oublié de le prendre, mais j'irai le chercher plus tard si tu voilà. veux. En tout cas, il y a Vox chez JSP Édition, il me semble. JS. JS JS. Édition, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Et j'ai en plus eu la bonne surprise de voir que c'était aussi possible de l'avoir en version accessible pour les personnes dyslexiques, c'est ça? Tout à fait. En fait, comme c'est un roman assez court,
que j'ai voulu court, que j'ai pensé court. Bah, ouais, comme après, quand c'est adapté pour les personnes dyslexiques, c'est toujours beaucoup plus long, beaucoup plus volumineux. Tous les romans sont pas facilement adaptables, mais lui, c'est le cas. Et ça tient beaucoup à cœur à l'éditrice de rendre ces textes accessibles. Donc, ouais, il existe en version 10 et ça, c'est trop, trop cool. Ouais, bah c'était dans ma... Parce qu'en fait, en gros, j'ai ma nièce qui est dyslexique et je voulais lui offrir un livre. Donc, c'est dans ma liste. Il faut juste que je lui achète... parce qu'en fait, c'était pour Noël à la base, mais je m'y suis prise un peu tardivement. Donc, ça allait pas le faire. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre pour son anniversaire. Voilà. Donc, il y a Vox. Bonjour, Astra Bloom. Enchantée. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous entendez mal, si la caméra c'est tout bien ou pas, etc. Et si vous avez la moindre question à Natacha ou pour Bibi, il n'y a aucun souci, vous pouvez me dire. Et aussi le tout dernier, celui qui est sorti tout récemment et dont j'ai eu la dédicace. Je n'ai pas lu la dédicace d'ailleurs, en fait, en vrai. Je te souhaite un beau voyage à bord de l'Esplendido et moult pâtisseries. Ça c'est trop bien. Bah voilà, donc en tout cas c'est Pirates, Magie et Crème Fouettée chez Slalom. Donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Du coup, là, on est plus sur une cozy fantasy. Vox, c'était vraiment une urban fantasy pour ados. Là, on est sur une cozy fantasy avec, du coup, qui mélange la piraterie et du coup, on a un personnage qui est un pirate, on a un autre personnage qui est un mage, d'où le magie. Voilà. Et donc, le fameux mage a un petit accident de téléportation et se retrouve embarqué un peu, un peu malgré lui dans une aventure où il y a tous les classiques à la fois du roman de piraterie, les monstres marins, etc. Mais un peu plus parce que voilà, il y a tout un mystère autour de ce personnage de capitaine pirate qui est dont à la fois très excentrique, donc on pense qu'on sait tout de lui et en fait il cache beaucoup de choses et voilà, donc il y a tout un mystère autour de lui, de son passé, tout ça. Merci Natacha. Est-ce que c'est mieux Astra Bloom pour le son? J'ai augmenté. Ah voilà, trop bien. On est raccord, mais j'ai augmenté le son, trop bien. Ouf. Et par contre, ouais, c'est bring bring. Désolée, c'est les alertes, je sais pas comment. En fait, c'est mon pote Vanny, que je remercie très gentiment. C'est lui qui m'a aidé à configurer Twitch chez moi. Il est venu chez moi pour tout m'aider, etc. à installer. Et il a mis ces alertes qui sont censées, je pense, ludifier l'expérience. Mais en fait, ça fait des bruits à chaque fois que quelqu'un parle dans le chat ou autre. Donc, et je sais pas comment enlever ça. Donc, merci à lui. Mais en même temps, faut que je trouve comment l'enlever. Voilà. Mais c'est trop cool parce que ça. J'en ai parlé au dernier atelier d'écriture, forcément. Je disais, regardez, j'ai acheté à la librairie Le Nuage Vert et j'ai recommandé, j'ai dit, il faut absolument que vous le disiez ça. C'est Natacha, voilà, elle est venue souvent à nos ateliers d'écriture, donc il faut acheter. Et en fait, ça nous a permis de parler de ce genre, de ce sous-genre de la fantasy, la cozy fantasy. Ouais. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus parce que moi, quand j'entends cozy fantasy, ça me fait penser aussi à Légende et Laté. C'est ce que j'allais citer tout de suite. C'est vraiment, je pense, le plus connu dans le genre. Après, il faut savoir que moi, quand j'ai écrit Pirate Magie et Crème Fouettée, j'ai pas du tout eu nécessairement conscience d'écrire de la cosy. Voilà, j'avais une histoire que j'avais envie d'écrire, etc. J'avais une idée un peu de ton. Je savais que je voulais qu'il y ait beaucoup d'humour, que ce soit globalement feel good, un peu léger et tout ça, sans pour autant sacrifier sur les thèmes. Je voulais que ce soit très centré sur les personnages. Et en fait, tout est né pendant un atelier d'écriture animé par Estelle Faye. Voilà, et pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une autrice de fantasy française que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'ai été finaliste du concours Rajo l'année où elle était marraine du concours. Et j'ai assisté à un atelier d'écriture animé par elle. Voilà, et je ne sais pas pourquoi Estelle Faye devait avoir faim ce jour-là, mais elle a beaucoup parlé de nourriture. Et du coup, voilà, j'ai eu très envie. Déjà d'avoir un personnage masculin, ça me tenait à cœur, qui sorte un petit peu des physiques qu'on nous resserre tout le temps dans la fantasy young adulte, voilà, où ils sont toujours grands, musclés, bronzés, huilés. Voilà. Donc je voulais un personnage avec du bide, c'était très important pour moi. Et donc je me suis dit, voilà, on va refaire un personnage gourmand. Et c'est vrai qu'en général, la cosy, il y a quand même quelque chose autour de la nourriture ou de la boisson chaude, du thé, voilà, quelque chose d'un peu réconfortant comme ça. C'est pas non plus totalement gratuit, il y a une raison, enfin, la nourriture, c'est
ça a une vraie importance dans l'histoire de Louis. Mais voilà, mais du coup, moi, j'étais pas en train de me dire, faut absolument que j'écrive de la cosy fantasy. J'étais pas du tout partie là-dessus. Et quand mon éditrice chez Slalom m'a dit, ah oui, c'est parfait parce qu'en plus, on essaye vraiment de se positionner sur le secteur de la cosy fantasy. J'étais là, ah, parce que c'est une cosy, enfin, moi j'en avais pas avec conscience. Et c'est pas un genre, c'est vrai que, enfin, même les éditeurs et les éditrices savent pas forcément toujours très bien voilà, le cadrer et définir ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est pas des enjeux apocalyptiques, c'est pas des trucs où va y avoir des protagonistes qui meurent. C'est pas, voilà, ça reste des histoires plutôt douces, même s'il peut y avoir beaucoup d'aventures. Enfin, dans Pirates Magie et Crème Fouettée, on peut pas dire, il y a de l'aventure, il y a des rebondissements, il se passe plein de choses. Mais voilà, ça reste un truc, on sait qu'a priori, nos personnages sont pas trop en danger de mort. Voilà, et il y a quelque chose, c'est très centré sur les personnages, sur leurs liens, etc. C'est beaucoup des found family, donc des familles construite. Je pense que ça, c'est une thématique qui est assez récurrente aussi en cozy fantasy. Voilà, et ce qui est un truc aussi fréquent dans les histoires de pirates, bien sûr. Donc, moi, je me suis empressée de m'emparer de ça. Voilà. Mais après, définir exactement ce que c'est, je trouve ça un petit peu difficile. Oui, Mais en tout cas, c'est des romans qui font plutôt du bien, voilà, qui mettent plutôt dans une ambiance quand on est un peu déprimé. Je pense que ça peut faire du bien de lire de la cosy. Ça me fait penser aussi à Becky Chambers. C'est pas vraiment voilà, de la cozy fantasy, parce que là on est dans la SF en plus, mais il y a le côté un peu optimiste, un peu chill, posé, et pas que ça, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas des enjeux de bataille, comment dire, oui, c'est pas des intrigues autour de l'action, quoi, en fait. C'est ça, ou en tout cas, s'il y en a, ça va pas être sauver le monde, quoi. Oui. Voilà, c'est plus, on est plus sur de l'intime, du doudou, du Mm. réconfortant. Voilà, on est plus là-dessus, et ça, c'est vrai que c'est. Bah, parfois, je pense que ça fait du bien. Moi, en tout cas, même si j'écris des choses très différentes, hein, j'écris aussi des trucs beaucoup plus sombres. Voilà, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman-là parce que j'étais encore enseignante, j'avais une classe très difficile et ça me faisait du bien en fait d'être dans cet univers, d'être avec ces personnages et je pense que voilà, c'est ça, sans m'en rendre compte, qui a donné le côté cosy quoi, au roman finalement. Juste petite parenthèse, tout à l'heure, vous m'avez peut-être vu, ceux qui sont derrière l'écran, j'étais en train de regarder les paramètres, parce qu'en fait, il y a un petit grésillement, je ne sais pas d'où ça vient, mais Ah ça vient de chez super. moi, je pense. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que, pour expliquer, j'ai un petit côté, je pars un peu dans tous les sens, donc voilà, pour expliquer. En fait, ça me fait penser aussi ce que tu racontes sur ce besoin ouais, de chill, de poser, etc. Ça me rappelle un atelier ou une masterclass, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était avec David Meulmans, mon mentor de toujours, éditeur aux Forges de Vulcain. Et c'était dans un contexte. Je sais que c'est une ancienne participante d'atelier d'écriture aussi, Océane d'ailleurs, voilà, si tu nous regardes, qui avait organisé ce meeting dans un contexte international franco-allemand, voilà, et ça parlait de l'univers de genre, mais aussi d'enjeux. Et en fait, il avait cité Ursula K. Le Guin qui remettait en question les enjeux autour, enfin, ou plutôt les structures, les intrigues basées sur tout ce qui est euh, le parcours du héros, mais comment dire, dans l'action, dans quelque chose qui est très dans l'aventure, et en fait, elle remontait vraiment à la préhistoire, où au moment, en fait, on se focalisait sur les histoires de chasse, donc les hommes préhistoriques ou les femmes préhistoriques qui allaient chasser, ou qui défendaient leur territoire, etc. Mais en fait, il y a aussi des belles histoires autour de la cueillette, enfin, juste le fait de chasser, enfin de pêcher, de ramasser, voilà, de faire la cueillette et de parler, de discuter, d'avancer, de tisser du lien social, et que elle, c'est ça qui l'intéressait en fait. Et je trouve qu'on retrouve pas mal ça dans la cosy ou dans d'autres genres. Voilà, je sais pas si tu connaissais ce principe de la Bah cueillette. non, je connais pas, mais Ouais. je suis assez d'accord. Après, voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est l'émotion, c'est l'intime, c'est les personnages. Voilà, je suis rarement
Par exemple, j'aime pas spécialement lire, mais c'est une question d'intérêt et de goût, hein. Des textes avec des systèmes de magie hyper compliqués, où vraiment on est sur du développement de world building pendant des centaines de pages. C'est vrai que moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, j'aime suivre des personnages, j'aime être avec eux, j'aime m'investir dans leurs histoires. Donc voilà, donc la cosy en fait est un genre qui marche très bien pour ça, mais vraiment pas que. Là, je peux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai signé un texte récemment dans une maison d'édition où même si c'est beaucoup plus sombre et c'est pas du tout de la cosy fantasy, mais malgré tout, voilà, l'éditrice me disait oui, il y a quelque chose de simple en fait dans le monde, etc. Parce que je ne peux pas développer, surtout sur des one-shots, des univers hyper compliqués, parce que je préfère me concentrer sur vraiment le parcours émotionnel de mes personnages et sur les liens qu'ils tissent, etc. Et ça, nécessairement, quand on est auteur ou autrice francophone, bah c'est très difficile de signer des sagas, des textes trop longs, etc. On nous demande des one-shots, on nous demande du 500 000 signes, etc., etc. Donc il y a un moment, en fait, on doit faire des choix. Et moi, très clairement, voilà, pour moi, c'est évident que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les histoires de l'intime. Donc voilà, je vais rarement du côté des mondes très, très, très développés. Et ça, je pense aussi, pareil, c'est un truc qui colle très, très naturellement à la cosy, quoi. Donc c'est rigolo, c'est pas du tout pour coller à un genre qui marche bien en ce moment ou quoi. C'est un peu par accident que je me suis retrouvée sur ce secteur-là. Mais je pense que c'est bien du coup, que je te fasse intervenir sur le sujet des personnages et de l'enjeu, du coup, parce que en plus on a eu 2 épisodes, les 2 derniers épisodes avec, donc le premier était avec David Meulmans justement, et le deuxième avec Eve, les deux étaient consacrés au world building justement. Donc je vous partage dans le chat d'ailleurs, donc Maudit Enemy c'est mon autre compte, mais en tout cas voilà, je vous partage l'épisode 1 de l'interview de David sur le world building, et je vais aussi vous partager le replay de l'interview de Eve Matassia, qui est l'autrice qui était l'invitée de l'épisode précédent et qui a lancé le défi d'aujourd'hui, donc qu'on va aborder dans quelques instants. Je vous mets juste donc Eve Matassia. Hop, c'est sur notre chaîne YouTube. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse en direct sur Twitch une fois par mois, et après je mets le replay sur la chaîne YouTube quand j'ai le temps et quand j'ai envie en fait, parce que voilà, la flemme, j'ai pas envie de mettre de pression, il y a déjà suffisamment de pression dans la vie. Mince, ça a fait un, hop, je vais le mettre comme ça, ce sera mieux, voilà, et ça va refaire cling cling je pense dans un instant, bon bref, et au moins ça teste le lag, comme ça je vois la latence. Par rapport aux personnages justement et aux enjeux, comment est-ce que tu t'y es prise pour créer tes personnages, donc tu as parlé de l'atelier d'écriture avec Estelle Faye, mais est-ce qu'il y avait une technique, est-ce qu'il y avait une méthode pour les créer, et quel est le lien avec l'intrigue principale, avec l'histoire que tu as imaginée pour le roman globalement et pour chacun de tes personnages principaux? Pardon, je relançais mon micro parce que j'essaie de le couper comme je renifle. Je suis un peu malade, désolée. Là, c'est vrai que je suis assez partie des personnages. C'est pas toujours le cas, hein. C'est très très variable selon les textes. Là, c'est pas mal partie des personnages puisqu'il y avait le contexte de cet atelier d'écriture où Estelle Faye nous a donné des photos, et en fait on devait en choisir 2 et essayer de composer une histoire à partir de ces photos. Et les photos qui m'ont interpellée, c'était vraiment des photos, il y avait un bras de mannequin au milieu des rochers et ensuite 2 mains ligotées dans le dos d'une chaise. Donc voilà, c'est à partir de là où moi d'abord j'ai eu l'idée de la téléportation ratée. Pour celles et ceux qui auraient joué à Baldur's Gate, c'est la main de Gale qui loupe son portail, et donc ce bras dans les rochers. Et je me suis dit, et ensuite, qu'est-ce qu'il advient de ce bras? Il est ligoté, pourquoi? Il a été enlevé par qui? Et comme j'étais face à Estelle Faye qui adore les histoires maritimes, je me suis dit, allez, des pirates. Voilà. Et donc, tout a commencé par ça. Et j'aime beaucoup, moi, les histoires avec les losers magnifiques. C'est les trucs un peu à la Gardien de la Galaxie, tout ça. C'est les bras cassés qui se retrouvent un petit peu malgré eux, héros de l'histoire. Voilà, j'adore ça. Donc,
le mec qui loupe sa téléportation, c'était évident que on l'avait, le côté loser. Et après, il y a eu toute la question de comment je peux avoir un capitaine pirate qui soit à la fois incompétent, mais capitaine de son bateau, mais jeune parce qu'on est dans du young adult. Comment je justifie ça? Et c'est là que j'ai commencé à broder toute l'histoire de Louis. Et je me suis dit, d'accord, mais il y a une thématique qui est arrivée en brodant son histoire. Et je me suis dit, ok, mais ça, je peux pas directement la servir sur un plateau, en fait, parce que son histoire à lui est vraiment quasiment l'enjeu, un des enjeux, en tout cas, principaux du roman. Donc, je voulais qu'on la découvre petit à petit. Voilà. Et donc c'est venu comme ça. En fait, l'intrigue s'est beaucoup construite autour de leurs deux histoires à eux, puisque bon, c'est un peu compliqué de le dire sans spoiler, mais ils viennent vraiment de deux milieux très très différents. Il y a tout un truc en fait sur le déterminisme social et familial dans le roman, et sur justement à la fois comment est-ce qu'on échappe à ce qu'on croit être la voie qui nous attend, parce que en voyant là d'où on vient, voilà, et comment est-ce qu'on peut en fait se libérer de tout ça. Et donc voilà, donc en fait après l'histoire s'est construite vraiment autour de leurs deux parcours à eux, qui sont donc construits un peu en opposition, puisque Esteban, on sait tout de lui. Dès le début, on sait tout, tout est dit, d'où il vient, où est-ce qu'il veut aller, pourquoi il est comme ça, etc. Et Louis, c'est exactement l'inverse. On le découvre et on ne comprend pas du tout pourquoi il est comme ça. Et je pense que du coup, comme le roman, c'est deux points, on alterne toujours entre le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre, ça permet de ne pas avoir cette frustration, je pense, qui aurait été un peu importante si on avait eu que le personnage dont on ignore tout, ou au contraire que le personnage dont on sait tout. Et le fait comme ça qu'on passe de l'un à l'autre, je pense que ça fonctionne bien. Et du coup, surtout, ils se challengent l'un l'autre sans arrêt, quoi. C'est vraiment le côté les opposés s'attirent. Ils ont vraiment ce côté-là, quoi. Ils sont très complémentaires et il y a vraiment un jeu sans arrêt en passant de l'un à l'autre. Voilà. J'espère que, en tout cas, leur relation marche bien, parce qu'elle est quand même vachement au cœur du roman. Donc... C'est Esteban et Louis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon bah, Donc Esteban le mage, pardon, je prends mon exemplaire. Du coup, Esteban qui est ici et Louis qui est là sur la couverture. Alors, donc c'est vraiment deux personnalités très 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 différentes, mais très très fortes, chacune à sa manière. c'est pour ça que tu avais pris l'atelier d'écriture sur les points de vue. C'était parce que tu savais que tu voulais travailler des points de vue Entre alternés. autres, et puis j'ai parfois un peu des problèmes. Ça m'arrive de repasser à l'omniscient Ah, ou à l'externe, alors que j'écris que en point de vue interne. Et je sais, je pense que c'est un défaut de beaucoup d'auteurs et beaucoup d'autrices, hein, d'avoir un peu parfois cette petite facilité de oh, bah, là, je suis dans le point de vue de tel, mais oh, bah, on sait ce que l'autre pense. Hein. Voilà, je le fais de moins en moins, mais même dans Pirate Magie et Crème Fouettée, à la correction, mon éditrice m'avait, à un ou deux moments, elle dit mais on n'est pas dans le point de vue d'Esteban là. Comment il sait ça? Oups. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de vraiment faire attention à ça. Je sais que c'est un de mes défauts, donc j'essaye de bien rester dans petit ma topo focalisation. d'ailleurs, donc point de vue interne, on est dans les yeux d'un personnage, on voit la scène du point de vue du personnage, d'après son ressenti, d'après sa perception. Point de vue externe, c'est un témoin, quelqu'un d'extérieur, une personne qui observe la scène. Et omniscient, c'est Dieu qui sait tout. Voilà, voilà. Et effectivement, ce qui aide, c'est vraiment de se dire que c'est comme si vous aviez une caméra. Et du coup, où est la caméra? Se poser la question, où est la caméra? Et du coup, à partir de cette caméra, qu'est-ce qu'elle elle voit et qu'est-ce qu'elle peut montrer au lecteur, au spectateur. Et en plus, après, le défaut de. Et c'est aussi pour ça qu'on fait l'atelier d'écriture sur les perceptions, les points de vue, mais c'est pas point de vue, c'est point de perception finalement. C'est que donc, c'est pas tant la caméra, c'est vraiment à travers. Il faut se mettre à la place, en tout cas, du personnage ou du témoin ou de Dieu, parce qu'il n'y a pas que la vue, il y a aussi tout ce qui est sensation, autre, quoi. Euh, et oui, en fait, tu as cité Baldur's Gate tout à l'heure, donc du coup, et en plus, je vois, on parlait juste avant, mais ça, vous ne saviez pas, mais avant qu'on lance, on a parlé de setup et tout, je me dis, mais en fait, Natacha, elle a déjà streamé. C'est une Twitcheuse, enfin une ancienne Twitcheuse, je crois. Tu joues aux jeux vidéo? Tu joues à quoi? Je joue plus trop là en ce moment, j'ai plus trop le temps malheureusement. C'est assez chronophage. C'est un peu compliqué parce que donc, du coup j'étais enseignante, mais maintenant je suis en reconversion. Enfin bref, ma vie pro est un bazar sans nom. Et À puis bah, qui je le passe beaucoup, dis-tu? beaucoup de temps. Voilà, tu connais.
je passe beaucoup de temps à écrire. Mais ouais, à la base, je suis une grosse joueuse, surtout de RPG. Pas de JRPG, plutôt les RPG à l'occidental, type Baldur's Gate. Moi, j'ai commencé avec les premiers Baldur's Gate. Là, je révèle un peu mon âge, hein, mais voilà. J'étais pendant très longtemps très fan de tous les jeux du studio BioWare, qui maintenant, depuis qu'il a été racheté par EA, ça n'a plus grand-chose à voir. Mais notamment les jeux Dragon Age. Okay. Tous ces jeux-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait KOTOR, ils ont fait plein de jeux où justement ils étaient très centrés sur les personnages, sur la relation entre les personnages, etc. Moi, c'était vraiment des jeux que j'adorais et j'étais trop contente, Baldur's Gate 3, de retrouver ça, quoi, de retrouver ce truc que j'adorais vraiment. Et c'est vraiment un truc dont je suis archi fan. Et malheureusement, j'ai plus beaucoup le temps, mais je pense que ça a aussi beaucoup formé ma sensibilité, même en tant qu'autrice, quoi. J'allais te demander si est-ce que tu puisais un peu dans ton passé de joueuse, voilà, pour la création de tes personnages et dans la création de tes intrigues, finalement. Ouais, je vois bien, justement, pendant que je jouais à Baldur's Gate 3, j'écrivais un roman, pas du tout Pirate Magie et Crème Fouettée, autre chose, et je me disais, je pense que j'ai une protagoniste qui fonctionne, mais que les personnages secondaires sont trop faibles, justement, parce que je voyais tous les personnages de Baldur's Gate 3, à quel point ils ont tous des histoires, des personnalités hyper marquées, et ils font vraiment, enfin, pour moi, c'est eux qui portent le jeu. Et j'ai vachement repris tous les arcs narratifs de mes personnages secondaires, parce que pendant que je jouais, j'étais là, ouais, non, les miens sont pas du tout assez forts par rapport à ce qui était fait dans Baldur's Gate 3. Donc ouais, je pense que ça m'a beaucoup influencé, ça m'influence encore beaucoup. Et pareil, je pense que j'ai découvert le JRPG beaucoup plus tard, et du coup, j'ai eu un petit peu de mal et de difficulté à m'y mettre, parce que justement, parfois, il y a une surenchère d'enjeux dans le JRPG à laquelle moi, j'ai pas du tout accroché. Du coup, pour plein de raisons, hein, c'est pas du tout, là c'est pas un jugement de valeur ni rien, hein, je comprends très bien qu'on surkiffe le JRPG, mais voilà, où il y avait toujours ce côté, moi j'ai joué à... Parce que j'avais pas de console, donc j'ai joué à Final Fantasy VIII, qui est le seul, même je crois, être sorti sur PC à l'époque. Donc j'y avais un peu joué, et c'est toujours... Et il part dans l'espace, et il y a toujours des G-Force de plus en plus grosses, des attaques de plus en plus impressionnantes, etc. Et je me suis... En fait, moi, ça j'aime pas, je me suis rendu compte. Mais moi, ce que je voudrais, c'est plus suivre l'histoire des personnages. Voilà. Et je pense que déjà, à cet âge-là, donc on parle d'une Natacha de... Oh, je sais pas, Final Fantasy VIII, je devais être... je pense CM2, quoi. Donc vraiment, voilà. Et je pense que déjà, il y a quelque chose qui s'est construit de ma sensibilité à ce moment-là, quoi, très clairement. Et que je retrouve après, voilà, dans les romans que je lis, où... c'est un peu... Là, je vais faire un énorme raccourci, mais la fantasy pour adultes écrite par des hommes blancs, généralement, m'intéresse assez peu, parce que c'est ça, il y a un côté toujours surenchère dans les enjeux, dans les machins. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais après, voilà, il faut de tout, et je comprends très bien qu'on surkiffe ça. Mais voilà, moi, c'est pour ça que généralement, je sais vers quoi je m'oriente. Et j'aime beaucoup lire de la fantasy young adulte, parce qu'en général, on reste assez proche des personnages. Et pas toujours, hein, mais il y a vraiment ça. Et ça, moi, c'est ça que j'aime, quoi. Je voulais faire une transition vers la consigne que Eve elle nous a lancée, parce que donc je vais la lire. On va juste changer de setup, parce que ça, normalement on va pouvoir lire. Il va falloir que je trouve mon... Alors donc du coup on est sur le forum d'entraide de Writing Mood, et il y a la consigne, et en fait c'était très exactement... écrire une scène où votre personnage fait face à un choix cornélien, et elle avait insisté, et il faut que le personnage, ce serait bien qu'il le fasse, ce choix, en fait, dans la scène, voilà, où j'avais donné 3000 signes, espace compris. J'avais mis date à venir, mais en fait la date elle était annoncée, enfin bref. En parlant de choix cornélien, on a parlé aussi de RPG tout à l'heure. Est-ce que quand tu crées tes personnages, est-ce que tu prends en compte tout ce qui est alignement, tout ce qui est leur alignement moral, leur positionnement moral, pour justement après pouvoir écrire des scènes comme ça où ils sont torturés, ils sont en plein dilemme? Oui, absolument. Ça me fait penser justement au jeu Mass Effect, où moi, ce qui me frustrait énormément, c'est que pour celles et ceux qui connaîtraient la saga Mass Effect, c'est une saga donc plutôt de space opéra, et en fait, le personnage qu'on joue doit souvent faire des choix. Et les choix, il y a deux types d'alignement. Il y a... Parangon et Renégat, en gros bleu ou rouge, donc plutôt
le chevalier de vertu ou au contraire le personnage qui estime que la fin justifie les moyens. Et le jeu, en fait, encourageait beaucoup les joueurs et les joueuses à être tout dans l'un ou tout dans l'autre. Et moi, ça me frustrait énormément parce que je suis là selon le contexte, selon plein de choses. En fait, il y a des moments où j'ai envie de choisir bleu, il y a des moments où j'ai envie de choisir rouge. Et ça m'énervait que la mécanique de jeu encourage à être sans arrêt dans l'un ou dans l'autre. Et du coup, j'essaye d'avoir toujours des personnages qui, oui, très clairement, hein, on a toujours l'alignement, le neutre bon, le loyal mauvais, etc. Donc moi, je veux vraiment le côté Donjons et Dragons à l'ancienne. Donc très clairement, Louis c'est un personnage par exemple chaotique neutre, mais mais cela dit voilà j'aime bien aussi on est toujours des nuances Oui. de gris, hein, c'est un cliché sans nom de dire ça mais quand même c'est vrai. Et donc voilà même le personnage d'Esteban dans Pirates Magie et Crème Fouettée qui est un personnage qui est très attaché à la justice, c'est quelque chose d'hyper important pour lui et en même temps il y a des moments où il a cette mentalité un petit peu moi j'ai réussi à me hisser, à m'extraire de ma condition sociale, parce qu'il vient d'un milieu très très défavorisé. Donc si moi je peux, tout le monde peut. Et donc les gens qui ont recours à des trucs à la limite à la frontière de la légalité, et ils se retrouvent avec des pirates, donc ils en croisent, des gens comme ça, pour s'extraire eux de leurs conditions, finalement, bah non, ils auraient pas dû, ils ont choisi la... Et il est dans le jugement comme ça vis-à-vis des autres, un peu en mode chevalier de vertu, justement, ce qui le rend parfois très désagréable. On a envie de lui dire, mais mec, non, arrête quoi, ça c'est toi, t'as eu tes opportunités, t'as eu tes privilèges aussi, et d'autres ne les ont pas forcément eu. Et voilà. Et donc j'aime bien avoir des personnages qui ont toujours leur ambiguïté, qui ont toujours. C'est Paul Béorn, j'avais suivi une masterclass de lui justement sur la création de personnages, et il disait tous les personnages doivent avoir un défaut moral. Sinon, c'est pas intéressant de les suivre. Et donc, même un personnage loyal bon dans l'alignement Donjons et Dragons, pour celles et ceux qui connaissent, voilà, même ces personnages-là doivent avoir quelque chose de répréhensible parce que sinon, ça les rend pas intéressants à suivre. Et de temps en temps, du coup, ils doivent faire des choix. On a envie de les baffer, mais il faut les comprendre toujours. C'est ça la difficulté, je trouve, quand on est auteur ou autrice, c'est de se dire voilà, mon personnage, parfois, il va faire des mauvais choix, mais il faut toujours que le lecteur ou la lectrice comprenne pourquoi il a fait ce choix et d'où ça vient. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est d'avoir des personnages suffisamment bien construits pour qu'on arrive à comprendre comment ils en arrivent là, même si on a envie de les claquer. Alors, vu qu'on a eu 10 minutes de retard, si ça te va qu'on termine à 10 minutes de plus, voilà, 18h40 au lieu de 30. Si jamais il y a des gens qui doivent nous quitter à 18h30 pile, vous inquiétez pas, tout est enregistré, je mettrai le replay sur la chaîne YouTube quand je voudrais, dans la semaine idéalement. Je vais voir, on va voir, il faut se motiver. Mais du coup là on va passer à l'étape justement, je vous ai donné le défi que Eve a lancé et Natacha en lancera un à la fin de l'émission. Et on a eu deux textes qui m'ont été parvenus, dont celui de Serras et celui de Poppy, alias Pauline. Je pense que tu as dû la croiser en atelier d'écriture, qui est aussi enseignante. Donc voilà. Donc je propose de lire ce premier texte. Je vais vérifier juste dans mes DM ou messages s'il n'y a pas eu d'autres souscriptions, mais je crois que c'est bon. C'est pas mal. En vrai, d'avoir que deux textes, ça nous permet en plus de prendre le temps. Je regarde sur Instagram si on m'a pas envoyé en DM quelque chose. Désolée, je suis multitâche. Discussion, c'est moi-même qui m'envoie à moi-même, donc c'est bon. Ok, très bien. Je propose de lire le texte. Vous pouvez normalement le lire aussi, le voir sur Twitch. Natacha, si tu veux, je sais pas si tu l'as sous les yeux Twitch ou pas, mais en tout cas, voilà, je vais le lire. Non, j'ai pas ouvert, mais je t'écoute. Ok, très bien. En 1724, la confrérie des océans avait atteint son apogée avec plus de 45 ponts-navires et dominé toutes les mers, en particulier les eaux encadrant le triptyque terre de commerce, terre arbrée et terre des supplices. C'était à l'époque, et encore aujourd'hui, les territoires qui avaient rendu riches des centaines de familles au prix de millions de morts. La confrérie s'était alors dressée comme unique rempart face à cette barbarie sans nom, dont les traces étaient encore inscrites dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire. Celle que je m'évertuais à mettre en lumière de par mes travaux et les multiples articles de mes collègues. La réalité qu'on enseignait était tout autre, comme tout dictateur voulant asseoir son pouvoir aurait pu écrire. De pauvres navires marchands à la merci de la sanguinaire confrérie pendant 2 siècles jusqu'à la signature du traité Pirosier, document loué de tous et béni de tous les dieux. Ce bout de papier avait permis à la Naval Company de faire prospérer le monde et à la confrérie d'être oubliée de tous.
Résumé de cette façon, le traité paraissait injuste, cruel et unilatéral. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Mais ce que nous avions toutes et tous retenu était bien plus complexe et tentaculaire que cela. Une vérité inventée s'était imposée à nous depuis si longtemps qu'elle était entrée dans l'histoire. Nos travaux avaient d'ores et déjà montré l'impact social qu'avait eu la confrérie sur les autres continents. Plus d'équité, plus d'entraide et de partage de savoir-faire qui avaient rendu possible l'émergence de républiques à la hauteur de leurs engagements. Les richesses étaient mieux redistribuées et la méritocratie idolâtrée avait laissé place à un solide lien humain et pirois, ce qui était une première dans l'histoire. L'humanité n'était pas la seule espèce dominante en ce monde, mais s'évertuait à l'être. Les Pirois étaient devenus le bouc émissaire du monde, et chaque famine, chaque naufrage, chaque crise politique leur était reprochée. Ce qu'avait démontré la confrérie symbolisait tout ce que le système avait tenté d'écraser. Que les problèmes ne naissaient pas d'une population, mais d'un accaparement pur et simple de tous les biens communs pour le bénéfice d'un seul groupe social. C'était mon métier de la documenter, cette histoire, avec un grand H. Raconter la vérité sans omettre de détails compromettants qui auraient fait flancher plus d'un gouvernement. Ces soi-disant menaces, on les connaissait tous, mais on était persuadé qu'elles ne se concrétiseraient jamais. Comment des recherches sur une confrérie navale vieille de plus de 600 ans pouvaient encore inquiéter qui que ce soit? Mon institut de recherche en était en tout cas convaincu jusqu'à ce que la garde juridique fasse irruption dans nos bureaux 2 ans auparavant. Tout ce qui leur était tombé sous la main avait fini dans d'immenses bacs et emmené sans explication. 2 collègues furent également embarqués et ce fut silence radio. Les familles n'eurent aucune nouvelle et la garde ne revint jamais. 34 ans de recherche envolée, 2 personnes disparues. Nous savions qu'aucune action portée auprès de la justice pourrait aboutir, celle-ci étant corrompue jusqu'à la moelle par la fameuse garde. L'Institut avait fermé notre département, mais nous avait laissé prendre tous nos travaux. Avec quelques collègues, parmi les plus engagés, courageux et probablement fous, nous avions tout repris ce qu'il nous restait, point par point. Les rares notes de nos brillantes disparues nous permirent d'avancer plus vite que l'on aurait pu le croire. La vérité, la vraie, issue d'une recherche appliquée et basée sur des preuves et une réflexion sans faille, avait pointé son nez. Pure, immuable, terrifiante. Ce traité pour Piroisier était bien plus qu'une mascarade. Une vaste farce de plus de 6 siècles révélait ses secrets et il ne tenait qu'à nous de l'exposer au monde. Cette décision se devait d'être collective, mais au fond de moi, je savais déjà ce que nous devions faire. Peu importe les conséquences, peu importer l'ampleur des retombées, qu'elles soient à la hauteur de ce que mon esprit souhaitait ou que l'information soit enterrée dans le plus profond des gouffres. Nous devions raconter notre histoire, notre vraie histoire, basée sur des faits et non sur des récits. Il était peut-être plus facile pour moi de penser en ce sens. Je n'avais plus de famille à laquelle renoncer, d'amis à laisser sur le bord du chemin. Tout ceci m'avait déjà été retiré. Mon fils avait été écrasé par ce système corrompu et impuni. Il ne me reviendrait pas. J'avais eu suffisamment de temps pour m'en rendre compte. Mais si je pouvais agir pour détruire une partie de ce paquebot qu'était le monde, je ne devais pas hésiter, je ne devais plus. Les discussions furent moins houleuses qu'on aurait pu le penser. 3 collègues se retirèrent du projet et leurs noms furent effacés de nos analyses. Sans que l'on ne réfléchisse plus aux dégâts que nous pourrions causer, tout fut mis en ligne et diffusé sur tous les canaux que nous pouvions connaître. Et puis, plus rien. Pendant 2 jours, personne ne semblait avoir saisi nos travaux, ni même les avoir considérés. Ce système était bien trop inscrit dans les habitudes et le quotidien de chacun que nos révélations n'y pouvaient rien. Ce ne fut que lorsque je vis un groupe de 10 personnes devant ma porte que je compris. La garde juridique était venue me chercher et ma vie s'arrêterait là. Sans aucun regret, je laissai tout derrière moi, abandonnant mon jardin sur lequel je veillais depuis des années et que m'avait maintenue vivante jusque-là, seul souvenir de mon passé joyeux. Le camion m'emmena loin, vers un univers dont j'ignorais tout, mais que je connaîtrais bientôt par cœur. On traversa des foules de personnes et ne sortit de mes pensées qu'après On traversa des foules de personnes et je ne sortis de mes pensées qu'après un violent coup de frein du camion pendant lequel un garde en profita pour se rapprocher de moi. L'immonde était partout dans ce monde. Mon regard capta alors plusieurs mots écrits sur des cartons au travers des barreaux des fenêtres. Menteur, corruption, confrérie. Quelle place pour nous? Votre histoire, nos souffrances. Je fus plus attentive aux sons que me parvenaient de cette manifestation. Liberté, paix, choix furent ceux que j'entendais le plus. On s'arrêta brusquement et le camion trembla. La porte arrière s'ouvrit et la foule s'offrit à moi. Voilà, c'était le texte de Serras. Merci beaucoup Serras, donc du coup qui fait 500 mots en l'état actuel.
Bah c'est cool parce qu'en plus c'est univers maritime aussi, enfin naval, Ouais, donc c'est raccord. Je sais absolument. pas du tout s'il savait, si c'est un fan déjà de ton roman, mais Ouais, le hasard fait bien les choses. l'univers en tout cas est bien exposé. J'ai eu un peu peur à un moment que justement que ça respecte pas la consigne et qu'on soit sur du world building. Et après en fait, et on comprend en fait pourquoi, parce que bah, c'est en lien avec le métier du personnage et ça et aussi en lien avec l'enjeu, avec le choix Ouais. que doit faire le personnage ou que fait le personnage d'ailleurs. Et il y a pas mal de phrases aussi qui sont bien écrites, mais en plus à l'oral ça s'entend bien. Donc l'immonde était partout dans ce monde, je trouvais ça rigolo Ah, comme c'est très bien ça, c'est très fort. très fort. Et d'autres phrases, bah, à la fin, juste avant, qui est un peu longue, et je pense qu'il faudra peut-être couper, mais sinon ça fonctionne bien, il y a des... C'est assez poignant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Natacha, est-ce que t'as des retours? Moi, sur le style, bon, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé ça, ouais, bah, je trouvais que ça fonctionnait très très bien. J'aime beaucoup le choix de la thématique sur l'histoire. Enfin, je trouve que c'est très actuel, Ouais. ce qu'on choisit d'en dire. Voilà. Enfin, et ça, je pense que c'est hyper fort. Je me demande, alors ça c'est très personnel, le point de vue du personnage, c'est-à-dire le côté, l'histoire telle que on me l'a apprise, etc. Je me demande si ça ne devrait pas arriver plus tôt. Oui. Si limite, on ne devrait pas avoir une entrée justement en matière. Alors, à nouveau, hein, je me répète, mais moi, c'est mon truc, les personnages. Donc, si on ne devrait pas rentrer directement dans le texte par le personnage plutôt qu'avoir ce côté peut-être au début qui est peut-être un peu lourd, Un enfin un peu, peu chargé un en peu infos encyclopédique. sur le monde. Hmm. Ouais. Et je me demande si le texte serait pas plus percutant, justement, si on ne comprenait pas directement plus quels sont les enjeux pour le personnage. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'on a un personnage là avec vraiment un défaut moral qui est face à un choix, effectivement, mais qui finalement, je me demande si pareil, ça aurait pas été plus fort si le personnage avait pas fait le choix seul. C'est-à-dire que là, malgré Hmm. tout, Oui, parce que c'est un choix le choix est collectif, là. présenté aux autres. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Le choix reste présenté aux autres, et même si le personnage dit moi je m'en fiche, j'ai plus rien à perdre, etc., on soumet quand même. Et donc, quelque part, je pense que ça aurait été plus dur de se dire bon, si je le soumets aux autres, je sais qu'ils diront non, parce que eux, ils ont une famille, eux, ils ont quelque chose à Ah perdre. oui. Donc, je vais faire le choix pour eux, mais je Hmm. sais qu'en le faisant, je les mets aussi en danger. Ah oui. Oui, le côté un Et peu sacrifice, voilà, et en même temps un peu chiant parce que voilà, il fait ouais, chier les autres, quoi. là, ouais, là, je trouve que là, je pense que là, ça aurait été encore plus percutant. Mais déjà, en l'état, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et non, non, bravo, c'est un super texte, très bien écrit et tout. Voilà. Mais Peut-être pour juste moi, l'entrée justement dans l'univers, vu que le personnage est documentaliste, etc. Est-ce que ouais. ça aurait pu être intéressant de justement d'entrer dans son monde à elle, donc par exemple bah, dans son bureau avec toutes les archives, avec tous les éléments d'histoire qu'elle collecte ou qu'elle rassemble, qui sont vrais ou pas vrais, enfin tout ça et qui fait et après on voit peut-être des fragments de récits de peut-être ça Ouais, peut être je sais pas ça, c'est vraiment, ouais, c'est un truc aussi, je pense. Peut-être, on a à la fin, on a une scène très forte. Et peut-être que le début manque un peu d'une scène aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement de décor, on n'a pas tout ça. Et peut-être que on serait plus directement immergé dedans si on rentrait par une scène, effectivement. Où là, on est dans un truc un peu à la Tolkien, quoi, où Hmm. on nous présente bien pour qu'on comprenne bien. Et c'est important de comprendre les tenants et les aboutissants. Mais peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose ouais, qui soit plus de l'ordre de la scène, avec du coup à la fois du décor, des sensations, du sensorium, c'est-à-dire l'utilisation Ouais, des cinq du sens, tout ça. personnage d'ailleurs. Ouais, Enfin, que ce soit voilà. lui, justement, qui, par exemple, qui est en train de regarder, de consulter un livre, un vieux livre, Ouais. avec peut-être la sensation